On s'est tous déjà posé la question, surtout dans les métiers de service, de conseil. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un de bon, de très compétent, et la personne qui devient absolument indispensable, celle qu'on appelle en premier? Pas forcément parce qu'elle a la solution technique, mais parce qu'on a une confiance absolue en son jugement. Et la réponse, qui est vraiment au cœur de notre discussion aujourd'hui, elle est beaucoup plus subtile que la simple expertise. Elle se trouve dans un livre qui est devenu une référence, une vraie référence, The Trusted Advisor, le conseiller de confiance. C'est un ouvrage qui s'adresse à tous ceux dont le métier au fond est de guider, d'accompagner, de bâtir des relations professionnelles qui durent. Donc que l'on soit consultant, avocat, architecte, ou même manager finalement. L'idée est la même. Comment on passe du statut de simple expert à celui de véritable partenaire de confiance? Les sources qu'on a pour cette discussion s'appuient sur ce livre pour décortiquer ce qui est, au fond, un art. C'est un art, oui, mais qui repose sur des principes très, très concrets. Le point de départ des auteurs, Meister, Green et Galford, c'est un constat assez simple. À notre époque, la confiance, ça ne se décrète plus. Autrefois, le statut, le titre, ça pouvait suffire. Aujourd'hui, tout est à construire. La question n'est plus suis-je crédible, mais plutôt comment est-ce que je bâtis activement une relation de confiance. Et le livre, c'est un peu le mode d'emploi pour ça. Ce qui est intéressant dans leur approche et qui la rend, je trouve, très accessible, c'est qu'ils admettent avoir appris tout ça, à la dure. Ils le disent eux-mêmes, ils ont commis toutes les erreurs possibles. Donc ce n'est pas une théorie académique, mais plutôt le fruit d'une longue expérience de terrain. Exactement. Et ils décrivent un parcours, une sorte d'évolution. Personne ne commence sa carrière en étant directement un conseiller de confiance. On débute presque toujours en tant qu'expert technique. Notre valeur, au début, elle réside dans notre capacité à résoudre un problème précis. On est focalisé sur le quoi et le comment. C'est le parcours classique, oui. On veut d'abord prouver qu'on maîtrise son sujet, qu'on est fiable sur le plan technique. C'est la base de tout. C'est la base. Mais le livre montre qu'il y a des niveaux au-dessus. Après l'expert technique, on peut devenir une ressource précieuse. Là, notre champ de vision s'élargit un peu. Le client nous consulte sur des sujets un peu plus variés. Mais le sommet, c'est le conseiller de confiance. Et là, la nature de la relation, elle change complètement. C'est plus une question de compétence, c'est de personne à personne. Et ça veut dire quoi concrètement ce changement? Ça veut dire que vous êtes la première personne que le client appelle quand il a un doute, une crise, un dilemme stratégique, ou même parfois une interrogation plus personnelle qui a un impact sur son travail. Il ne vous appelle pas pour avoir la réponse, il vous appelle pour réfléchir avec vous. Et les bénéfices sont énormes. Vos recommandations sont suivies, les discussions sur les honoraires deviennent secondaires, le niveau de stress baisse pour tout le monde, et surtout, le client vous pardonne beaucoup plus facilement une erreur. Ah oui, parce que la relation est plus forte que l'erreur ponctuelle. La question c'est, comment on y arrive? Ça semble presque un peu magique dit comme ça. Et c'est là que le livre devient brillant. Il propose de décomposer la confiance en une sorte d'équation, un modèle pour la rendre tangible. C'est ce qu'ils appellent la Trust Equation, l'équation de la confiance. La confiance, en gros, repose sur 4 variables. Une équation pour la confiance. C'est ambitieux. Allons-y, décortiquons ça. La première variable, c'est la crédibilité. La crédibilité, ça c'est le plus évident. Est-ce que ce que je dis est pertinent? Est-ce que j'ai l'expertise? C'est le socle, la dimension, on va dire, intellectuelle. D'accord, ça c'est le ticket d'entrée. Si on n'est pas crédible, la discussion s'arrête net. C'est la réputation, le savoir-faire. Précisément. La deuxième variable, c'est la fiabilité, la reliability. Ça concerne les actions. Est-ce que je fais ce que j'ai dit que j'allais faire? Est-ce que je tiens mes promesses, mes délais? C'est la cohérence, la prévisibilité. On peut compter sur moi. Ok, crédibilité et fiabilité. Jusqu'ici, ça ressemble à la définition d'un bon professionnel, quoi. La plupart des gens s'arrêteraient là, en pensant que ça suffit, mais j'imagine que ce n'est que le début. C'est exactement ça. La plupart des professionnels se concentrent quasi uniquement sur ces 2 piliers. Mais le livre explique que la vraie différence, elle se joue sur les 2 autres. Et le troisième facteur, c'est l'intimité. Intimacy. Alors là, attention, le mot intimité dans un contexte pro, ça peut faire un peu peur. On imagine tout de suite des conversations trop perso, une sorte de copinage un peu forcé. C'est de ça qu'il s'agit? C'est la réaction de tout le monde et c'est une excellente question.
Les auteurs précisent bien non, il ne s'agit pas de devenir le meilleur ami de son client. L'intimité ici, c'est la création d'une sécurité émotionnelle. C'est la capacité à aborder les sujets délicats, les non-dits. C'est le sentiment pour le client qu'il peut baisser la garde, exprimer une crainte, une vulnérabilité, sans être jugé. Et un exemple concret, la différence entre une interaction avec et sans cette intimité? Bien sûr. Une approche classique, sans intimité, ce serait de demander quels sont les objectifs de ce projet. Une approche qui crée de l'intimité, ce serait d'oser demander, après avoir établi une bonne connexion, honnêtement, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit à propos de ce projet? On passe du fonctionnel à l'émotionnel. C'est là que la confiance se noue à un autre niveau. Je vois. C'est la permission de parler de l'enjeu humain derrière l'enjeu professionnel. Ça demande du courage, en fait. Autant de la part de celui qui pose la question que de celui qui y répond. C'est un vrai tournant. Un tournant décisif. Et on arrive au quatrième et dernier facteur. Et celui-là, il est peut-être le plus important et le plus contre-intuitif. C'est l'orientation vers soi, la self-orientation. Et ce qui est fascinant, c'est que dans leur équation, c'est le seul facteur qui est au dénominateur. Attendez, au dénominateur 1. Ça veut dire que peu importe la force de ma crédibilité, de ma fiabilité, de l'intimité, si mon orientation vers soi est élevée, le score de confiance s'effondre. C'est un diviseur. C'est le dévastateur de confiance silencieux. Il peut anéantir tous les autres efforts. Et il est très sournois. Une forte orientation vers soi, c'est pas juste être avide ou penser à ses honoraires. C'est le besoin d'avoir toujours raison. C'est le fait d'écouter non pas pour comprendre, mais pour préparer sa réponse. C'est tomber amoureux de sa propre solution avant même d'avoir fini le diagnostic. C'est vouloir à tout prix paraître intelligent. C'est une idée incroyablement puissante. Je repense à des tas de réunions où on sent ce moment. Le moment où notre interlocuteur n'est plus avec nous. Il attend juste une pause pour placer son argumentaire, son produit. On se ferme comme une huître à ce moment-là. Et d'après ce livre, c'est ça, l'orientation vers soi en action. C'est exactement ça. Le client le sent tout de suite, même s'il ne peut pas mettre de mots dessus. Il sent que l'agenda de l'autre a pris le dessus sur le sien. Et à cet instant, la confiance se brise. La clé du conseiller de confiance, c'est d'avoir une orientation vers soi la plus faible possible. Son obsession, c'est le problème du client, pas sa propre performance. Plus fiabilité, plus intimité, le tout divisé par l'orientation vers soi. C'est une grille de lecture très très éclairante pour analyser nos propres interactions. Mais savoir ça, c'est une chose. Comment on l'applique concrètement, dans le feu de l'action, face à un client stressé? C'est la question à 1 million. Et c'est là que le livre devient un vrai guide pratique. Il ne se contente pas de la théorie, il propose un processus en 5 étapes pour structurer une conversation qui bâtit la confiance. Ce n'est pas un script, mais une dynamique. Une sorte de chorégraphie pour la conversation? Ça m'intéresse. Quelle est la première étape? C'est engager. Engager. Ça paraît simple, mais il s'agit d'obtenir le droit de mener la conversation. Il faut que le client se dise, dès les premières secondes, cette personne est la bonne pour parler de ce sujet maintenant. Il faut créer une connexion et une pertinence immédiate. C'est l'étincelle. D'accord, on a capté l'attention, on a créé l'ouverture. J'imagine que la suite logique, c'est l'écoute. Mais là encore, tout le monde prétend être un bon auditeur. Qu'est-ce que ce livre apporte de plus? Il apporte une nuance cruciale. La deuxième étape, c'est écouter, listen. Mais il s'agit d'une écoute radicale. Le but, ce n'est pas de collecter des informations pour préparer sa solution. Le but unique, c'est de faire en sorte que l'autre se sente profondément et sincèrement compris. Les auteurs suggèrent une technique Chito. Pendant que l'autre parle, notre monologue intérieur doit être silencieux. On ne juge pas, on ne prépare pas sa réponse, on absorbe. Ce n'est qu'une fois que le client se sent vraiment entendu qu'on a gagné le droit de passer à la suite. C'est un vrai défi à notre ego, ça, qui veut toujours sauter sur la solution. Gagner le droit de continuer, j'aime beaucoup cette idée. Ça change complètement la posture. On n'est plus là pour convaincre, mais pour mériter la confiance. D'accord, j'ai écouté de manière radicale. Troisième étape, je lui donne enfin ma solution. Piège classique. L'étape 3, c'est cadrer, frame. Et c'est peut-être là que le conseiller apporte le plus de valeur. Il prend tout ce qu'il a entendu et il aide le client à voir sa situation sous un angle nouveau, plus clair. Il ne donne pas la solution, il redéfinit le problème. Souvent, le client arrive avec un symptôme et le conseiller de confiance l'aide à identifier la véritable maladie. C'est puissant, mais ça peut aussi être risqué. Si on dit au client, en fait, votre problème, c'est pas ça,
On peut le braquer. Comment on navigue ça avec finesse? On pourrait dire au trait. Si je reprends ce que vous m'avez dit sur A, B et C, j'ai l'impression que l'enjeu central n'est peut-être pas tant le point A que la manière dont A et C interagissent. Est-ce que cette perspective vous parle? On offre une nouvelle lentille, on n'impose pas une nouvelle vérité. C'est une co-construction. C'est une invitation à la réflexion, pas une affirmation. Beaucoup plus subtile. D'accord, donc on a engagé, écouté, et on a aidé le client à mieux cadrer son propre problème. La suite logique, c'est le plan d'action. On s'en approche. La quatrième étape est plus créative. Imaginez, envisionne. Avant de se jeter sur les prochaines étapes, on prend un temps avec le client pour dessiner à quoi ressemblerait le succès. On pose la question. Imaginons qu'on a parfaitement réussi dans 6 mois. Concrètement, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce que vous ressentiriez? Pour être honnête, ça peut sonner un peu conceptuel pour un dirigeant qui a des problèmes très concrets. Est-ce que c'est pas une étape qu'on aurait tendance à sauter pour aller droit au but? C'est la tentation, mais c'est une erreur. Cette étape est fondamentale parce qu'elle crée une vision partagée et une motivation positive. On ne se bat plus contre un problème, on avance vers un futur désirable. Ça transforme l'énergie de la conversation et ça aligne tout le monde sur la même destination. Ça donne un pourquoi puissant avant de s'attaquer au comment. Ce qu'on rend, on passe de la résolution d'un problème à l'atteinte d'un objectif. C'est beaucoup plus engageant. Et donc, enfin, la cinquième et dernière étape, La dernière étape, c'est l'engagement. Commit. C'est le moment de passer à l'action. Mais ce n'est pas juste un « OK, on y va ». C'est s'assurer que le client est non seulement d'accord avec la vision, mais qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. On clarifie les rôles, les responsabilités, les efforts, les risques. C'est le moment où le client devient acteur de la solution, pas seulement le destinataire. ce processus, quand on le regarde dans son ensemble, il change complètement la dynamique. Le conseiller n'est plus un fournisseur de réponses, mais un guide qui accompagne une réflexion. On devient un partenaire de pensée avant d'être un expert technique. C'est exactement ça. En résumé, l'esprit du livre The Trusted Advisor est une invitation à changer de posture. Passer de l'expert qui vend son savoir à un partenaire qui co-construit une relation. La valeur ne réside plus seulement dans la solution finale, mais dans la qualité du cheminement pour y parvenir. On passe d'une logique de transaction à une logique de relation. Et ce qui est peut-être le plus encourageant, c'est que le livre insiste sur le fait que tout ça, ça s'apprend. Ce ne sont pas des traits de personnalité innés. La crédibilité, la fiabilité, l'intimité et surtout la maîtrise de son orientation vers soi, ce sont des compétences, des réflexes qui se travaillent. C'est la clé. Tout commence par cette discipline personnelle de réduire son orientation vers soi, de placer sincèrement l'intérêt du client et la santé de la relation à long terme au-dessus du gain de la transaction immédiate. C'est un investissement qui, selon les auteurs, est non seulement beaucoup plus épanouissant humainement, mais aussi, au final, bien plus rentable. Pour conclure cette analyse, il y a une métaphore que le livre utilise et qui est très parlante. Il compare parfois la relation professionnelle à une relation amoureuse. Ça laisse une piste de réflexion intéressante pour chacun. Dans nos interactions professionnelles, à quelle fréquence on agit comme quelqu'un qui cherche à impressionner lors d'un premier rendez-vous, focalisé sur sa propre performance? Et à quelle fréquence on agit comme un partenaire de longue date qui offre une écoute et un soutien sincère, sans agenda? Le livre nous invite à basculer consciemment vers cette deuxième approche et à observer ce qui se passe ensuite.